Écoutez, tout le monde peut jouer les gentils et tout ça. Mais vous savez, l'Ukraine va retrouver sa vie d'avant. Les gens ne seront plus tués partout. Et ils vont récupérer beaucoup de terres. Mais c'était une guerre. Et la Russie est une nation militaire puissante. Que cela plaise ou non. La Russie est une nation puissante, que cela plaise ou non. Non, excusez-moi, mais moi je m'intéresse à l'Union soviétique, je suis un vieux soviétologue, à l'Union soviétique depuis 1975. La capacité de résistance a toujours été déterminante dans cette histoire. Absolument. Et alors, pour parler de Budapest, il y a quand même, on ne peut pas oublier que Budapest, c'est 1956. C'est l'écrasement de la révolution de Budapest. Et choisir ce lieu-là pour Poutine, pardonnez-moi, c'est honteux. Honteux. C'est très bien en fait. C'est très bien. C'est très bien ça peut satisfaire Poutine, mais là où l'Union soviétique a écrasé le pays d'Orban, et c'est assez excellent. C'est aussi le pays dans lequel il y a le mémorandum de Budapest que Poutine a violé et que les États-Unis et l'Angleterre n'ont pas respecté. C'est un excellent. En plus, ça assure sa sécurité parce qu'il survole l'Ukraine, la Biélorussie, et il arrive directement. Donc en fait, c'est à la Hongrie. Donc c'est un bon choix. Quand Trump dit que quand même la Russie, elle reste une nation grande et une armée incontestable, la seule chose qui différencie vraiment la Russie, par exemple, et d'autres pays qui étaient écrasés par les États-Unis, c'est le nucléaire. C'est vraiment ça qui différencie. Et c'est ça qui change tout. Parce que si la Russie n'avait pas de nucléaire, avec son économie et avec ce que son armée est en train de faire en Ukraine depuis 10 ans, est-ce que Poutine est en train d'essayer de conquérir par la voie diplomatique, parce qu'il ne peut pas avoir la deuxième partie de la région de Donetsk par la voie militaire, ça ne sera pas du tout sur la table, on ne serait pas là à discuter. Il y a la peur du nucléaire, il y a la peur de cette irrationalité de la part de Poutine, et que cet ogre-là, comment on arrête l'ogre qui a un bouton pour appuyer sur le nucléaire? Il y a une autre problématique qui est posée par le président de la République, pardon, j'ai juste une idée, c'est qu'en fait il dit... Actuellement, Poutine est en train de s'armer, est en train de produire des armes, et même si aujourd'hui il décidait d'arrêter, en fait cette machine-là ne peut pas s'arrêter. Et cette machine a une inertie qui va être sur 10 ans, sur 15 ans, et c'est ça. C'est ça qui pose problème à l'Europe, parce que en fait cette menace-là, même si Poutine disparaissait, cette machine est là. Tout à fait. Non mais là où je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est effectivement sur cette analyse, mais on oublie par rapport à la question que vous posiez, Darius, c'est sur la phrase qu'il a eue quand il vous répondait dans cette interview, qui est quand même terrible. Moins le mot ogre que pour sa propre survie. C'est ce qu'il dit, et c'est ça qui me paraît important, c'est qu'on est quand même face à un combat qui est mené par un homme. Poutine, il avait écrit et dit longtemps à l'avance, vous le rappeliez, que l'Ukraine faisait partie de la Sainte Russie, parce que faut pas se voiler la face, c'est comme ça qu'il la voit maintenant. Il a ramené la religion avec lui. Mais en août 21, on n'est pas loin de l'invasion, il l'avait dit, écrit, et on était tous là à écouter en disant il exagère. Sauf que cette notion de pour sa propre survie, elle est cette espèce de fuite en avant où il a besoin de cette guerre. Effectivement, ça devient un ogre, mais c'est par rapport à sa propre survie, moi, je pense. Et effectivement, est-ce que la Russie prépare déjà le coup d'après? Est-ce que le jour où elle signera, peut-être à Budapest ou je ne sais où, l'accord, elle dira, nous préparons la suite? Écoutez, là encore, le président de la République. La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Et que le niveau d'investissement qu'elle a consenti ces dernières années ne passe pas de 100 à 0 du jour au lendemain. Et donc un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1,3 million d'hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Voilà. Est-ce qu'Emmanuel Macron, là, tout en étant dans le bureau ovale, tout en étant très impliqué dans le processus, est de dire, en réalité, la guerre va continuer, Poutine va continuer sa guerre? Oui, la guerre est là pour rester, parce que justement,
le mode de survie du régime de Poutine, qui en fait un ogre, c'est la guerre permanente. A besoin de manger, c'est la guerre. Oui. Et la guerre, pourquoi ? Parce qu'il veut s'inscrire dans l'histoire russe comme un grand rassembleur des terres russes, c'est ce qu'il dit, et rater cette occasion parce qu'il est déjà tellement fait pour que ça puisse l'être. Il a vendu cette rêve à sa population. Encore une fois, il faut rappeler la militarisation de la société russe, la manière dont il prépare la prochaine génération d'aller sur le front pour combattre les Européens, les Ukrainiens ou tous les autres qui n'ont pas compris que la Russie elle n'a pas de frontières. C'est ça la réalité face à l'Europe. Comment l'arrêter alors ? Parce qu'on comprend bien. bien. Par la force militaire. C'est que comme ça qu'il comprend. Il faut armer l'Ukraine jusqu'aux dents, comme ça, s'armer ici, et dans ce cas-là, il ne va pas y aller. Oui, il ne faut pas croire que la guerre est une fatalité. La guerre est une fatalité si on ne se prépare pas à s'y opposer et si on ne se donne pas les moyens. Il faudrait dire une chose à propos du nucléaire, parce que Vladimir Poutine a fait une chose incroyable au début de la guerre. Il a inversé la pratique de la dissuasion. La dissuasion, c'était en principe pour protéger un pays et un territoire. Il l'a utilisé désormais pour protéger une agression. Il n'y a pas de raison, il faut que ça soit dit, il n'y a pas de raison pour qu'on ne lui dise pas la dissuasion, ça va protéger notre protection de l'Ukraine. Et nous pouvons le lui dire. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire la guerre nucléaire, mais ça veut dire qu'on monte la menace. Et il faut monter la menace. Alors écoutez, un homme qui le dit de manière assez saisissante, c'est Thierry Breton. C'était sur l'antenne de LCI dimanche. Thierry Breton, pour la première fois, moi j'avais jamais entendu ça, ouvre dans le débat. Est-ce que l'Ukraine fait partie des intérêts vitaux de la France ? Est-ce que la protection nucléaire, le parapluie nucléaire français peut s'étendre même à l'Ukraine ? Alors, si des officiels français disaient ça, ce serait... il n'est pas au pouvoir actuellement, Thierry Breton, peut-être le reviendra-t-il, mais en tout cas, le fait qu'il le dise est un événement. Écoutez. Est-ce que quelqu'un osera dire, la France, le Royaume-Uni, peut-être les États-Unis, il y a une dimension ukrainienne à notre dissuasion nucléaire ? Bien, il faudra qu'on y aille. Si jamais on parle de sécurité, on ne peut pas balayer ce sujet. Et c'est bien toute la difficulté, puisque évidemment, pourquoi, au fond, l'Ukraine demande tant d'être membre de l'OTAN ? C'est évidemment, comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme la Finlande désormais, c'est de pouvoir bénéficier évidemment de ce parapluie. Et donc on ne peut pas parler avec un voisin qui est aussi imprévisible, ou j'allais presque même dire prévisible, que la Russie. On ne peut pas parler de garantie de sécurité sans avoir un élément de dissuasion. Voilà, c'est cette déclaration qui fera beaucoup de réactions positives ou négatives. Jean-Paul Paloméros, vous êtes avec nous, général, ancien commandant suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Bonsoir. Bonsoir. Bon, général, est-ce que vous partagez cette idée qui paraîtra énorme à certains que le débat existe ? Il ne dit pas qu'il y est favorable, mais il dit le débat existe, que le parapluie nucléaire français, la dimension européenne du nucléaire français, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, pourrait même englober l'Ukraine. Ça, évidemment, il faut le demander au président de la République lui-même, mais ça me paraît quand même présenté comme ça, un peu, je ne dirais pas caricatural, ça serait méchant, mais simplifier la dissuasion et lui ôter cet élément de doute qui crée justement chez l'adversaire ce doute ultime, ce doute suprême de ne pas employer l'arme nucléaire. J'entends par là que si nous-mêmes, nous agitons en quelque sorte l'arme nucléaire, comme l'a fait M. Poutine à de nombreuses reprises dans ce conflit, nous dévaluons, me semble-t-il, notre dissuasion. Et il faut lui laisser à cette dissuasion toute l'amplitude possible que laisse et qu'exige une situation si grave que nos intérêts vitaux. La dissuasion française, elle est souveraine, hein, rappelons-le, même si une petite porte a été ouverte par les présidents, même si on peut, en tant qu'Européens, se dire bien sûr que les intérêts européens, les intérêts français, les intérêts vitaux doivent se réunir, doivent converger, parce que sinon, pourquoi y a-t-il une Europe ? Pourquoi pas l'étendre à l'Ukraine ? Mais c'est aller un peu vite en besogne et peut-être donner des arguments à M. Poutine qui n'attend que ça, lui aussi, pour réagir. Donc, prudence, mais conscience que
à la fois l'OTAN, à la fois la France, à la fois la Grande-Bretagne et évidemment les États-Unis ont cette capacité. Monsieur Poutine le sait mieux que quiconque. Vos réactions sur le plateau, est-ce qu'il est bon de rappeler ça, ou est-ce qu'on est là en disant que les intérêts vitaux de la France peuvent commencer en Ukraine? Est-ce qu'on est en dehors, disons, des clous rationnels? Ce qui est important de rappeler, c'est que la France a quand même un statut particulier parce qu'elle a une indépendance totale en matière nucléaire. Ce n'est absolument pas le cas du Royaume-Uni qui dépend des vecteurs américains. Donc en effet, la question se pose de manière très particulière en ce qui concerne la France. Mais ça renvoie aussi quand même, je pense, à la question de l'opinion publique. Quelle est la façon dont la menace russe est perçue sur le territoire français? C'est forcément quelque chose qui sera pris en considération dans la prise de décision d'usage ou non du nucléaire. Est-ce que pour une partie du Français, ils entendront cette idée que on peut risquer... On peut mourir pour Danzig ou comme... Est-ce qu'on peut risquer le contre-feu sur Lyon, sur Paris ou sur Marseille pour sauver Kiev, Odessa ou Kiev? Je pense que, moi je ne vois pas l'opinion publique y aller tout de suite là sur cette idée, mais je pense que depuis quelques années, avec l'évolution de la position de la Russie, c'est-à-dire pas d'évolution sur la question de l'Ukraine, et la montée en gamme de menaces, ce dont parle d'ailleurs le président Macron dans l'entretien qu'il vous a accordé, il a dit que menace existentielle face à l'Europe, elle est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à cette menace? Le nucléaire, la parapluie nucléaire, est-ce que la France pourrait au moins étendre ça sur l'Union européenne, c'est-à-dire sur les pays comme la Pologne qui voudraient, pour aujourd'hui, effectivement, elle est sous l'OTAN, ou bien plutôt les États-Unis, sont là pour assurer cette sécurité. Mais la crédibilité de la dissuasion est bien aussi du fait qu'on ne sait pas sur où est-ce qu'elle s'arrête, mais en même temps, les lignes sont bien définies sur comment la potentielle riposte pourrait, quelle forme elle pourrait prendre. Et la chose quand même qui me désole, c'est que l'Ukraine, elle a délégué complètement tout son arme nucléaire, tout son potentiel nucléaire lors de ce fameux mémorandum de Budapest. Et franchement, on a donné tous ceux dont on aurait besoin pour ne pas avoir cette situation face à la Russie aujourd'hui. Et ça, c'est qu'on aurait dû être garant des Américains, parce que les Américains font une pression. Et les Anglais. Et des Britanniques. Ils auraient dû être garants. Les Britanniques en disant on va vous donner, vous ne vous inquiétez pas, on sera là. Et je pense qu'à l'époque même, notre premier président, il se pressentait qu'il y aura un problème avec les Russes. C'est indéniable parce qu'ils nous détestent. Et ça marchait pendant souveraineté ukrainienne. Ça a marché pendant 20 ans. Ça veut dire que ça a été signé en 1994 et jusqu'à 2014, ça marchait en fait. Ce parapluie nucléaire britannique et américain marchait. Il était prévu par le mémorandum de Budapest. Pour répondre à votre question, je vais vous donner un exemple différent parce que vous savez, on est très euro-concentré avec cette problématique. Le Kazakhstan. Vous savez qu'il y a encore, ça a été rappelé encore il y a 2 semaines, que les Russes continuent encore à échafauder les plans d'envahissement de Kazakhstan. 19 millions d'habitants, 3 millions de Russes et de russophones, un énorme territoire, 7000 km de frontières, etc. Vous savez ce qui s'est passé en 2023 ? Il y avait Xi Jinping, qui, avant d'arriver au Kazakhstan, la première visite après le Covid, il a dit la Chine est le garant territorial de Kazakhstan. Et il n'a pas mentionné le nucléaire. Il a dit la Chine est le garant, à partir de maintenant, du Kazakhstan. Point barre. Et Poutine, il ne s'est pas offensé, il n'a rien dit. Et de fait, le Kazakhstan fait ce qu'il veut actuellement, tout en sachant qu'il est quand même le voisin proche de... Comment les Russes vont-ils maintenant réagir? Écoutez Alain Bauer, il était tout à l'heure sur notre antenne et il dit, attention, il ne faut pas croire que la propagande, bien sûr la propagande russe est propagande, mais les Russes croient de bonne foi que l'OTAN cherche à leur casser les reins, que l'OTAN cherche à les briser. Écoutez son argument depuis 1999 en particulier. Ça n'est pas paranoïaque ni débile, ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas fous. Ils ont des faits qu'ils ont explicités dès 1999, au moment où l'OTAN décide d'intervenir en Serbie et bombarde pendant 99 jours la Serbie pour mettre fin à des massacres intercommunautaires menés par les Serbes,
le Premier ministre Primakov est en route pour New York et Washington avec un plan de paix. Les États-Unis, le Conseil de sécurité nationale américain l'appelle en disant « Evgeny, c'est super, mais ça sert à rien, on va bombarder ». Primakov fait demi-tour, rentre à Moscou, il retrouve un jeune conseiller à la sécurité nationale qui est le secrétaire de l'instance et dit « Tout est fini entre nous, l'Occident nous a menti, pendant des années nous avons cru que nous étions les méchants et eux les gentils, nous sommes les mêmes, la guerre vient de commencer ». Ça fait très exactement 25 ans, 26 ans que la Russie se prépare à une confrontation avec l'Occident. Voilà. Est-ce que la parano russe, justifiée ou non, un peu justifiée, Alain Bauer dit, dans certains cas, oui, l'OTAN est sortie de ses rails, elle en a fait plus, notamment ce qui s'est passé au Kosovo. Est-ce que c'est présent chez eux ? De toute façon, il y a, à mon avis, un combat qui se situe sur un terrain qui n'est pas uniquement militaire. Il y a une guerre normative en ce qui concerne les valeurs qui sont portées d'un côté par les Européens et de l'autre par la Russie. Et c'est là que la position américaine est intéressante d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la façon dont Donald Trump considère un certain nombre de sujets sociétaux, le rapproche de Poutine. Le rapproche de Poutine. Et c'est là, à mon avis, qu'on doit aussi chercher à analyser les choses, pas seulement d'un point de vue du seul point de vue du hard power, mais aussi ce sont des gens de droite. Power. Moi, je vous recommande. Ce sont des gens de droite. Il y a un texte merveilleux de Georges Samprin, qui est un homme de gauche, qui va à Moscou, à l'époque pro-soviétique. Il va à Moscou, puis il dit, mais en fait, c'est de droite. C'est-à-dire, c'était un milieu, c'était des hommes très conservateurs, en réalité, des communistes, mais qui cultivaient des valeurs d'ordre, de conservatisme très grand sur le plan social. C'était des gens de droite et de discipline extrême. Et la question de la spiritualité, qui a été remise sur la table là, en Corrège, notamment, manifestement, par Vladimir Poutine qui demande le retour de l'église orthodoxe russe, ça fait écho aussi à ce retour totalement assumé de la religion, alors du côté du Vance catholique, mais aussi très évangéliste pour d'autres aux États-Unis. À mon avis, ça fait partie Il n'y a pas de retour de la religion en Russie, sinon par les instances officielles. Des instances de l'État. Oui, l'idéologisation. Voilà. Il faudrait dire à M. Bauer qu'en fait le changement ne date pas de 99, il date de 6 ans plus tôt, au moment où... la guerre en Tchétchénie. Non, c'est au moment où Boris Eltsine a besoin du FSB pour régler le soulèvement du Parlement contre lui. Et à ce moment-là, comme par hasard, on va avoir voir arriver un certain nombre d'anciens du KGB, dont Primakov, dans les postes les plus importants. Et c'est à ce moment-là que, comment il s'appelait Kozyrev, qui était un atlantiste, s'en va. Et ce que n'ont pas compris les Européens, les Occidentaux, c'est qu'il y avait un vrai changement là, que le ex-KGB reprenait la main qu'il avait perdue pendant à peu près 5 ou 6 ans. Est-ce que c'est vrai, la formule de Bauer est saisissante quand il dit ils ont compris qu'il n'y avait pas les gentils et les méchants, chacun défend ses intérêts. Quand les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak, c'était sur la base d'un mensonge total, mais les néo-conservateurs... Et en 79, les Soviétiques, quand ils envahissent l'Afghanistan, c'est quoi ? Chacun leur intérêt, point. Il y en a pas un qui... Ils n'ont pas changé. Pas point, pardon. Leurs intérêts et leurs valeurs. Je ne pense pas qu'il n'y ait que des intérêts. Il y a des valeurs, et les valeurs, contrairement à ce qu'on croit trop souvent, elles ne sont pas nécessairement libérales. Elles peuvent être aussi réactionnaires et conservatrices. C'est à ça aussi qu'on assiste. Oui, mais là-dessus, je ne peux pas être d'accord avec vous. L'utilisation des valeurs par Vladimir Poutine, c'est un outil idéologique. Oui, idéologique. Mais c'est pas des valeurs partagées par la population. Ça n'existe pas. Mais aux États-Unis, les valeurs de Trump ne sont pas partagées par toute la population non plus. Non, mais les valeurs des évangéliques, elles sont largement partagées. Celle de par tout le monde, il y a du wokisme aussi qui les rejette. Vous ne pouvez pas faire le parallèle. Il faut avouer, moi j'ai beaucoup voyagé dans les pays de l'Est, il y a des populations très conservatrices, il faut dire les choses. Il n'y a pas que Poutine. Sur les questions de xénophobie, sur les questions d'homosexualité. Quand on va en Roumanie, quand on va en Russie, Hongrie, c'est moins libéral que... mais ça représentait un danger, c'est ça que je veux dire. C'était un pays où l'avortement était une chose absolument banale.
Il n'y avait pas de valeur morale. Il fallait vivre circuler dans la société soviétique, mais ça, vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas allé dans les villes, vous n'avez pas traversé le métro à 6h du matin, etc. Vous ne savez pas comment les gens se comportaient. Non, mais ça sans doute. Écoutez, il y a un adulte sur 6 qui est passé par les camps. Varlam Chalamov appelait ça l'école du crime. La population a été criminalisée. Vous ne pouvez pas parler de valeur. Mais ça n'a pas de sens. Vous ne connaissez pas ce dont vous parlez. Les Russes arrivant à Paris, ou les Russes regardant les images de Paris, la société métissée multiculturelle. Je parle des valeurs du régime. Pas tellement les valeurs du régime, ça n'existe pas, les valeurs d'un régime. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut parler des Russes, mais c'est aussi le cas de gens qui sont autour de Donald Trump. J.D. Vance, il faut se rappeler qu'il vient à Munich parler de suicide civilisationnel en palimpseste. En fait, il est en train de nous parler de ce mythe du grand remplacement. Donc oui, ces valeurs-là, elles existent du côté du pouvoir de Donald Trump et de l'aréopage qui est autour de lui et qui innerve, qui alimente le courant MAGA, identitariste, muriste, etc. Mais sauf que Poutine, il utilise ses valeurs. En fait, il a pas de ces valeurs. Girkin, qui est quelqu'un qui est détestable, mais qui est idéologue. Ouais. Poutine l'a emprisonné. Il est en prison. Le patriarche Kirill, l'année dernière, j'ai publié un livre, les pires amis. Poutine et patriarche, c'est les pires amis. Parce que patriarche veut imposer à Poutine l'idéologie orthodoxe. Poutine n'en veut pas. Il dit non, je ne veux pas qu'un comité central religieux me dise ce que je dois faire.